Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de rallier le rendez-vous hebdomadaire de l'information sur Esaü TV. Pour l'essentiel des informations ayant marqué cette semaine, nous parlerons de l'installation de la commission des réformes qui a eu lieu hier. Vous écouterez le discours du président Patrice Talon à la cérémonie d'installation. C'était membre de la commission à la sortie de la séance et vous aurez également le point du Conseil des ministres. Hier vendredi, au Palais de la Marina, le président Patrice Talon a installé un comité de 30 membres. Ils ont pour tâche de passer au pays fin la loi fondamentale et ses lois dérivées afin d'en retirer les incohérences. On écoute le président Patrice Talon dans son discours à l'installation. Président de la République, j'ai pensé qu'il est de mon devoir d'associer à cette noble tâche toutes les personnalités dont les connaissances, l'expertise et l'expérience permettent d'aboutir assez rapidement à un projet qui synthétise les réponses les plus adéquates aux aspirations politiques actuelles et futures de notre peuple. Mesdames et messieurs, c'est ce à quoi je voudrais vous convier en tant que membre de la commission technique chargée des réformes politiques et institutionnelles que j'entends soumettre à la représentation nationale et plus tard au peuple béninois par voie de référendum. L'objectif, vous en doutez bien, est de parvenir au thème de nos travaux dans un grand élan consensuel à initier et engager la restauration de l'état de droit, le renforcement de la démocratie par un rééquilibrage des pouvoirs des institutions constitutionnelles, l'amélioration de la gouvernance politique, celle des affaires publiques, la consolidation de l'unité nationale et l'essor économique de notre pays. Mesdames et messieurs, les pistes que je vous suggère ne sont pas limitatives et il vous incombe la mission de passer au peigne fin notre loi fondamentale et ses lois dérivées pour asseoir les fondements juridiques de la rupture d'avec l'ordre ancien en vue d'un nouveau départ. Toutefois, doivent demeurer intangibles toutes les dispositions qui organisent la forme républicaine de l'État, le régime présidentiel, la laïcité, les libertés individuelles et l'alternance politique. Ce sont là, de mon point de vue, les leviers essentiels de la renaissance de notre pays et de son essor économique et social. C'est aussi le gage de la paix et de l'unité nationale. Je souhaite donc plein succès à vos travaux. Vive le Bénin. Je vous remercie. Ils sont 30 membres au sein de la dite commission. En leur rang, Maurice Aranranzo-Glélé, père de la Constitution béninoise. Malgré le poids de l'âge, l'homme souhaite apporter sa pierre à l'édifice. C'est une bonne initiative. Si surtout elle est ouverte au plus grand nombre. Que chacun dise selon lui ce qui ne va pas. Pourquoi ça ne va pas? Qu'elle essaie d'analyser. Et que nous échangeons sur chaque point, que nous apportions des solutions aux institutions que nous éliminons. Elisabeth Pognon est ancienne présidente de la Cour constitutionnelle béninoise. Elle est aussi membre de la dite commission et pense aussi apporter sa pierre à l'édifice. J'ai personnellement constaté que notre constitution a besoin un tout petit peu d'être adaptée mieux à la conception que nous faisons de l'exercice du pouvoir. Et avant que toute décision ne soit réellement prise, il faut associer le peuple. Joël Aïvo, jeune constitutionnaliste béninois, aussi membre de la commission, et son rôle ne sera pas des moindres et pour cause. Et on espère que cette commission installée par le président de la République, qui est au fond, quand même il faut le dire, la troisième commission de réforme politique dans le pays, il y a une première présidée par le président Maurice Aranranzo-Glélé, une deuxième par le président Joseph Emeulofon, et celle-ci qui est présidée par le garde des Sceaux, mon excellent collègue, le professeur Joseph Dogbenou. Et donc,
celle-ci est amenée à concrétiser, à transformer l'essai et à capitaliser tout ce qui a été dit. Je rêve d'un pays qui renaît politiquement, un pays qui est un modèle, mais qui consolide son modèle. À la fin de l'installation de la commission technique chargée des réformes politiques et institutionnelles, les confrères de l'OATB ont tendu le micro à l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, et au président de l'Assemblée nationale, Adrien Roumbédi. On les écoute. Le président veut rompre avec certains éléments qu'on a mis en place à la conférence nationale qui n'ont pas bien marché. Donc il faut faire très attention à la composition de cette commission-là. C'est important, sinon on donnera à certains organes, comme on ne le voit dans aucune constitution du monde, et ils sont tout puissants. De l'avis unanime de la classe politique et même de la société civile béninoise, il faut une relecture de notre constitution, une relecture des lois organiques et une relecture même de notre code électoral. Il y a beaucoup de choses à faire et nous souhaitons vraiment que cette commission travaille d'arrache-pied pour que dans un délai assez bref, le Bénin sache à quoi s'en tenir au point de vue des institutions. L'autre sujet qui a secoué la semaine, c'est bien le Conseil des ministres et ses grandes décisions. À présent, on écoute Pascal Irené Koupaki, ministre d'État, secrétaire général de la présidence. Le Conseil a examiné 3 projets de décret et plusieurs communications. Le premier décret qui a été examiné concerne un projet de décret fixant la structure type des ministères. Comme vous le savez, depuis le 6 avril 2016, il y a une nouvelle architecture gouvernementale qui est caractérisée par la réduction du nombre de ministères de 28 à 21. Les cabinets ministériels seront resserrés. Certains postes ont été supprimés pour des raisons d'efficacité. D'autres ont été regroupés pour aussi des raisons d'efficacité. En particulier, la direction des ressources humaines et la direction des ressources financières et du matériel sont fusionnés dans une direction centrale dénommée Direction de l'administration et des finances. La mise en application complète du décret va s'étaler sur plusieurs mois. Et en attendant la mise en œuvre des dispositions relatives aux appels à candidature, le Conseil a autorisé les ministres à procéder à des nominations pendant cette période de transition. Le deuxième projet de décret porte nomination de notaires à la charge. Le Conseil a adopté le projet de décret portant nomination de Maître Tolulokpe Bidikis Hassani, notaire à la charge de feu Maître Jamiou Adebo, qui était titulaire de la charge créée par un décret d'avril 1973. Le troisième décret porte sur une abrogation. Le Conseil des ministres a pris un décret qui abroge le décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence béninoise des grands travaux. La situation énergétique dans notre pays a fait l'objet d'une attention particulière, car les populations vivent, comme nous le savons tous, une période très difficile de délestage. Le Conseil a défini les axes de solution. Dans l'immédiat, le Conseil a pris des mesures diligentes pour l'approvisionnement en combustible des groupes loués auprès de 2 fournisseurs sur la période allant jusqu'au 31 juillet 2016. 5,2 milliards seront dégagés par le ministre de l'Économie et des Finances à cet effet. À court et à très moyen terme,
c'est-à-dire sur une période de 2 ans, 2 ans et demi. Deuxième communication, c'est au sujet de l'érosion côtière. Le Conseil s'est penché sur la situation préoccupante de l'érosion côtière qui s'observe sur nos côtes. Les solutions mises en œuvre au cours de ces dernières années sont insuffisantes. Et la zone située entre le chenal de la lagune de Cotonou et l'épi de Siafato est actuellement menacée. Il faut donc ériger un ouvrage de protection. D'autres zones de notre façade maritime pourraient être également menacées. Il y a des études qui sont en cours et le Conseil a instruit les ministres concernés de faire accélérer ces études techniques pour que des solutions durables soient enfin trouvées. Des mesures de protection civile devront être prises par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique dans l'intervalle. La troisième communication importante examinée concerne la campagne cotonnière 2015-2016. Au titre de cette campagne 2015-2016, et à cette date, donc à la date d'aujourd'hui, tous les producteurs de coton ne sont pas entièrement payés après la livraison du coton graine. Pour un bon dénouement de la campagne 2015-2016, il reste devoir aux producteurs de coton 19,5 milliards. Cette somme de 19,5 milliards doit être réglée sans délai, a précisé le Conseil, pour garantir un bon démarrage de la campagne 2016-2017. En images commentées, à présent, l'essentiel des informations de la semaine relayées dans la presse écrite, c'est la revue Hebdo que nous propose Sylvie Kounako. Plusieurs dossiers ont fait la une des journaux livrés cette semaine. Dossier acquisition du Boeing 727 par Yahi, polémique et controverse. Dossier du supermarché Cora et Adjovi Sévérin. Solde dette campagne cotonnière 2015-2016. Démarrons avec les parutions du vendredi. Nord-Sud quotidien a mis à sa une nomination au palais de Marina, la preuve d'une complicité Ngbeji Talon. Selon les 4 vérités, Talon rebâtit son empire industriel et financier après environ 1 mois de gestion au sommet de l'État. Ceci amène Nord-Sud quotidien à affirmer que Talon se rétablit roi dans la filière coton. Dette de la campagne cotonnière 2015-2016, Talon paie 19,5 milliards aux cotonculteurs, a déclaré l'économiste. Notre voix est plutôt inquiet et veut savoir ce qui fait courir le gouvernement Talon avec 3 conseils des ministres sur le coton, près de 32 milliards de francs CFA débloqués au trésor public en 1 mois. Tous les journaux se sont reposés le jeudi, jour férié pour célébrer la montée de Jésus. À travers les livraisons du mercredi, nous avons lu la nouvelle génération qui a considéré l'affaire manuel scolaire comme un complot pour noyer Toundé. Elle a précisé que le PDG Toundé doit faire des déballages sur ses tortionnaires. La source nous a fait des révélations au sujet des audits sur la gestion des 10 dernières années et soupçonne de proches collaborateurs de Talon dans l'œil du cyclone. Le quotidien La Source voit la nécessité de délimiter la période où débutera l'opération. Selon l'Audace Info, Sévérin Adjovi ruiné doit à toutes les sociétés d'État dans le dossier du supermarché Cora. La sortie médiatique dans l'affaire qui l'oppose à son concurrent, à en croire l'Audace Info, n'a rien de convaincant. Quotidien du jour, s'est demandé pourquoi le procureur ne met pas Sévérin Adjovi en prison pour chèque sous provision. Quelques parutions du mardi et du lundi que nous avons parcouru. Pour sa contribution à la paix, au développement et à la sécurité au Bénin et en Afrique, l'Union européenne exprime son admiration et son profond respect à Yahi, nous a fait lire notre voix. Au ministère de l'économie et des finances, le Télégramme a constaté un double décret portant attribution, organisation et fonctionnement du contrôle financier en circulation et pense que le ministre Romia
Riyad Ouadani doivent vite mettre fin à cette confusion. Acquisition du Boeing 727 par Yahi, des faits troublants sur l'avion présidentiel. Selon le quotidien Actu Béné, le régime de la rupture vient d'instruire l'Agence nationale de l'avion civil au fin de produire un rapport sur le coût et les caractéristiques de l'appareil. En attendant les conclusions du rapport, certains des actes posés dans l'opération se révèlent troublants. De graves accusations pèsent sur Yahi. Le Matin renchérit en ces thèmes. Acquisition du nouvel avion présidentiel par le régime Yahi, grosse controverse autour de l'aéronef. Info Sud titre Gangstérisme à la tête de l'État, l'aéronef présidentiel, un autre dossier puant géré par Yahi, Kouché et Sono. La Nouvelle Gazette a écrit le contraire et elle a titré Mensonge sur l'appareil présidentiel lors de la visite du ministre des Transports. Le vendeur de l'avion menace d'assigner l'ANAC. Pour une circulation apaisée des usagers, InfoSud a publié à la page 3 les conditions définies d'utilisation des gyrophares au Bénin. Nous sommes toujours sur Info Hebdo et c'est dire que quand le décor change, la rubrique aussi change. Là, c'est le décryptage et dans cet exercice, j'ai Enoch Laradé, bonsoir. Bonsoir Yannick. Kader Chéreau, bonsoir. Bonsoir Yannick. Tous deux de la rédaction de ESAE TV. Avec eux, nous allons aborder les sujets qui ont secoué la semaine, c'est-à-dire le Conseil des ministres et ses grandes décisions, mais aussi l'installation de la commission technique des réformes chargées des réformes politiques et institutionnelles. Mais une petite innovation pour ouvrir le décryptage de ce jour, c'est le couteau tiré entre Kader Chéreau et Enoch Laradé. Dans cet exercice, je suis observatrice. Enoch. Oui, Yannick, c'est au cours d'un entretien avec Kader Chéreau où je lui disais que ce sont des inspecteurs qui sont allés inspecter l'aéronef du président de la République. Il me disait qu'ils ne sont pas compétents à aller faire cette enquête. Ils ne sont pas compétents parce qu'il s'agit d'un avion présidentiel militaire. Et quand c'est un avion présidentiel militaire, ce sont les militaires qui font cette inspection. Ce n'est pas des civils qui débarquent dans un avion. Non, eux, ce ne sont pas des civils, mais des inspecteurs. Ils sont inspecteurs. Oh, c'est OK. C'est comme vous dites, vous êtes journaliste par exemple, oui. et que vous débarquez peut-être, on est à USAE. Mais vous êtes compétent à la rédaction, oui. Mais pas à la production, pas à la production dans la même maison. Non, mais là, ce n'était pas le cas. C'est le cas. Ils sont inspecteurs civils. Oui, je le fais. L'avion est un avion présidentiel militaire. Mais c'est un avion quand même, après tout. Comment se fait-il que les documents qu'eux trouvent peut-être absents, les militaires trouvent que les documents sont présents et l'avion est navigable? Non, eux n'ont pas retrouvé ces documents-là. Ok, quel militaire ont retrouvé? Quel militaire? Les militaires. Et vous avez eu, qu'on appelle, en image ou bien en photo ou bien c'est comment? Vous savez toujours que les militaires sont toujours secrets. Eux, ils ne font pas... Non, c'est pas une affaire de secret, Kader chez vous. Oui. On parle de l'avion présidentiel. On parle d'un avion présidentiel. L'avion qui va faire décoller notre président de la République. La première autorité, Kader. Vous avez cette habitude, on a cette habitude au Bénin de pouvoir... Comme Yahi est parti, il faut trouver que tout ce qu'il a fait est mauvais. Donc l'avion a été un avion dont on a pris possession par mégarde. Je vous dis que c'est faux. Cet avion est navigable. C'est un avion qui devait être inspecté par des militaires. Si vous allez au camp où vous avez des connaissances militaires, elles vous diront que l'avion est bel et bien navigable. Et l'avion a les normes requises. Ce n'est pas le fait de débarquer des gens de l'ANAC, des inspecteurs civils. Ils n'ont débarqué personne. Ce sont des personnes compétentes en la matière. Est-ce que vous avez appris au moins que comment on appelle, la boîte d'affichage n'est pas retrouvée dans l'avion? La boîte d'affichage TY25A, oui. Et les militaires l'ont retrouvée. Mais qu'est-ce que vous dites? Les militaires, eux, l'ont retrouvée. Vous savez, là, c'est un secret. C'est comme si vous avez... Là, c'est une... Je vous donne un exemple. Là, c'est une secret ou bien? Yannick, on a des motos aujourd'hui, Dayang, Drum, et vous appelez peut-être un mécanicien spécialiste en moto Dayang et vous la mettez une moto scooter. Et parce qu'on vous dit que c'est un spécialiste mécanicien, donc c'est fini, donc il doit maîtriser ce scooter jusqu'au fond. Je dis c'est faux. Les gars de l'inspection. Mais à la fin, il y a un mot qu'on nommait, même la presse nous met. C'est un avion présidentiel militaire. Et quand on parle de militaire, il faut attribuer les militaires. Si c'est un avion présidentiel civil, les civils vont se promener dans l'avion comme ils sont allés en promenade. C'est une inspection. Ils ont transformé l'avion. Il ne s'agit pas d'une militarisation. C'est une inspection. Ils ont déclaré à la fin de leur inspection que
cet avion n'est pas, pour le moment, et comment on appelle, ça ne peut pas décoller pour le moment parce que c'est la sécurité du président de la République. C'est Yahi qui a fait. On ne dit pas que c'est Yahi, L'avion là doit être un avion peut-être hypothéqué dans un non, même pas, c'est pas le cas. Appeler les militaires pour que les militaires qui sont compétents. Et pourquoi ne pas fournir les preuves, Kadé Achirou? Fournissez-nous les preuves. Les militaires ont une hiérarchie. Non, on ne refuse pas. Je siffle la boîte d'affichage et les informations dans l'avion sont pas la fin pour le moment disponibles. C'est bon, c'est bon. Quelles sont les caractéristiques des références? Dites aux militaires de nous fournir une conférence de nous montrer ces informations, c'est tout. Même dans un article du matinal. Quel article du matinal, Kadé? Nous avons besoin de preuves. Laissez tomber les articles. C'est des preuves qu'on parle pas d'investigation. On n'a pas vu ces preuves, on n'a pas vu. Enoch Laradé, c'est bon, on vous a permis de nous faire voyager, de nous emmener dans l'air, chacun avec ses arguments, c'est bien. Vous vous prononciez par rapport à l'achat de l'avion présidentiel, aujourd'hui contesté. Kadé pense que c'est un avion présidentiel militaire et qu'il revenait à l'inspection militaire de faire la visite avec le ministre et non avec les agents de la SECNA comme il a fait. Les inspecteurs, s'il vous plaît. Les inspecteurs précisent Enoch, ce que Enoch défend bien. Ça, c'était pour planter le décor. Nous allons passer aux choses plus sérieuses. C'est pas dire que ce n'était pas sérieux, c'était sérieux. Mais là, nous allons parler de l'installation du comité, de la commission technique chargée des réformes institutionnelles et politiques. Kadé Achirou, quel est le rôle de cette commission-là? Cette commission aura pour rôle principalement d'étudier beaucoup de dossiers étatiques ayant statut étatique. Ils vont aussi pencher parfois sur les règlements qui régissent la fonctionnalité du président de la République. Ils vont aussi aller dans le sillage de pouvoir assurer une réactualisation de la constitution béninoise. Et moi je pense que cette commission peut être précoce à mon avis. Je trouve l'installation. Bon, déjà avant d'en arriver à l'appréciation, on retient que cette commission doit étudier la loi fondamentale, c'est-à-dire la constitution béninoise, revoir surtout les essais d'attributs qu'il pense au niveau du président, qu'il pense qu'il y a au niveau du poste du président de la République. Enoch Laradé, pour vous, c'est quoi le rôle de la dite commission? Comme le disait Kadé Achirou, apporter des informations à cette réforme politique et les réformes politiques et administratives, et aussi, comment on appelle, veiller à ce que la constitution de 1990 soit lavée, voilà. Toilettée, oui. Oui. C'est bon? Je vous laisse continuer alors. D'accord. Kadé, dites-nous à présent ce que vous pensez. Est-ce qu'il nous fallait une telle commission? Non, et tout. Il le faut. Mais je trouve cette commission précoce. Précoce, pourquoi c'est après un mois, juste un mois après son installation, que le président Talon décide déjà que, bon, comme il avait dit, il faut changer la constitution, donc il faut installer une commission, il faut faire ci, faire ça. Et on réunit. Moi, je me demande d'abord sur quels critères s'est-il basé pour choisir les membres de cette commission? Déjà, avant d'en arriver aux membres, vous trouvez que c'est précoce. Enoch et vous? Non, je ne trouve pas ça précoce, parce que ce sont des réformes sur lesquelles le président Talon veut se baser pour faire fonctionner les activités du pays. Voilà, et la démocratie. Et il a annoncé depuis sa campagne. Autant depuis son projet de société. Voilà, tout ça. Par exemple. Donc je ne trouve pas encore précoce, parce qu'il est déjà élu. Pourquoi attendre 1 an ou 2 ans? On sait que c'est à cause de cette révision de constitution. Il s'agit de la fonction du président de la République. Oui, il ne s'agit pas que de ça. C'est la loi fondamentale du pays. En tout entière. Mais il a accentué son point sur les attributs du président de la République. Et moi je dis, comme il a toujours chanté, et ça a été une rengaine durant toute la campagne, que le pays va très mal et qu'il faut retrousser les manches. Et je crois que ces manches doivent être retroussées dans d'autres secteurs plus précis. L'énergie, la crise énergétique. Il en a été question au cours du Conseil des ministres. Quand on prend des décisions, vous savez, quand on dit il en a été question dans le Conseil des ministres, je souris parce qu'on ne peut pas compter le nom du Conseil des ministres de Bouniaï où il y a eu des décisions qui ont été prises pour la crise énergétique. D'accord, revenons à cette commission.
J'ai la liste exhaustive des membres de la dite commission que je vais partager avec vous. Nous avons M. Tchabisika, Mme Amisetou Afo Djobor, M. Frédéric Joël Aïvo, Guillaume Lali, Yvon Detchenou, Abraham Zizindokwe, Victor Prudent Tokpanou, Angelo Oussou, Fréjus Koupaki, Michel Adjaka, Joannes Dagnon, Yao Denis Sendete, Orubu Serouburu, je me reprends, Orubu Serouburu, Robert Dossou, Maurice Aranzo Glele, Christophe Kounyanzonde, Edgar Yves Monou, Francis Loko, Laurent Amoussou, Eugène Azatassou, Théophile Yarou, Jean-Roger Aoyo, Théophile Moncho, Elisabeth Pognon, Désiré Ayou, Hélène Keke Aholou, Mustapha Isiaka, Antoine Dayori, Bio Gounou Sinan, Félix Iroko. Ça fait 30 personnes qui composent la dite commission. Comment est-ce que vous appréciez, déjà, vous parliez du choix, comment est-ce qu'on en est arrivé à choisir ces 30 personnes-là? Je vois d'abord Eugène Azatassou qui a claqué la porte de FCBE et que le talent a récupéré pour venir faire... Récupérer par rapport à quoi? Déjà, c'est une commission d'une récupération parce que quand moi je vois, comment on appelle cette composition, on parle de la loi fondamentale du pays. C'est-à-dire qu'il faut des gens qui ont parcouru presque tous les systèmes, qui savent vraiment, qui connaissent les rois du pouvoir. Je ne vois pas c'était un mot célèbre par exemple là. Ah bon? Alors que ce monsieur a été traité de régimiste, c'est un monsieur qui parle, qui maîtrise, qui a fait presque tous les régimes et qui sait que quand on dit par exemple le président de la République doit avoir ci, doit avoir ça, voilà ce que ça peut entraîner, voilà ce que ça peut entraîner. Ça veut dire qu'il y a d'autres personnes, mais il y a des personnes... Non, mais vous avez par exemple Maurice Aranzo Glele qui est qualifié comme étant le père de la constitution béninoise qui vit encore et qu'on retrouve dans la commission Enoch. Et qui a bien sa place dans cette commission parce que oui, on a vu les personnalités. Amos Elebe, même s'il n'est pas représenté, il aura aussi ses mots à dire. Peut-être pas ses... Il n'est pas dans la commission. Il n'est pas dans la commission. Il aura ses mots comment? En tant que, je ne sais pas, consultant externe, je ne sais pas. Peut-être, on ne le sait jamais. Parce que Amos Elebe ne figurera jamais sur cette liste. Bon, déjà, avant d'en arriver aux absents, contentons-nous déjà de constater et d'apprécier ceux qui font partie de la commission. Un Joël Aïvo, par exemple, jeune constitutionnaliste, quel peut être son rôle dans une telle commission? Non, mais Joël qui est déjà sous la charpente du ministre de la Justice, ils vont Joseph Djogbenou, qui fait aussi partie de cette commission, ils vont main dans la main trouver tout compte fait des réformes pour la République. On a vu Soglo dans cette commission, Adrien Ngoubedi, et tous ceux-là auront aussi leur idée à dire. Ils auront toutes des propositions à faire. Le ministre Joseph Djogbenou, il n'est pas membre de la commission, mais c'est sous sa tutelle. Et Adrien Ngoubedi et le président Dieudonné Soglo y étaient comme représentants des institutions. Oui, Kadé Acheron. Je dis, et je répète et je persiste, il faut, je sais pas, est-ce qu'il faut procéder à une élection, mais il faut... parce que je trouve ça en fait comme des nominations en fait. C'est vrai. Parce que par contre, ça on se met dans un idéal selon lequel il faut que l'exécutif arrête de promouvoir, de nommer certaines personnes. C'est-à-dire que l'exécutif veut se détacher. Il dit l'exécutif ne doit plus choisir le président de la HAC, le président de telle institution. Donc je me dis que l'exécutif aussi ne doit pas s'intéresser à la nomination des personnalités de cette commission. Mais comment est-ce qu'on aurait pu constituer la commission, dites-nous? Puisque vous avez dit que c'est précoce, certes, mais on en avait besoin, de la relecture de notre constitution. Mais comment est-ce qu'on aurait pu choisir ces membres? On aurait pu choisir ces membres. Par élection? Par élection. Par élection. Parce que quand le président de la République dit, par exemple, que je ne veux plus m'impliquer dans l'élection du président de la HAC, du président de toutes les institutions du pays. Mais ça veut dire que s'il ne veut plus s'impliquer dans ces élections, il ne doit pas s'impliquer dans la commission qui doit participer à l'installation, à la restauration de la constitution pour lui ôter cet handicap. Déjà, moi je pense que s'il n'était pas volontaire, s'il n'avait pas envie de se départir de certaines prérogatives,
il n'irait pas jusqu'à installer une commission pour faire des études dans ce sens. Mais c'est ça que je vous dis, c'est lui qui a installé cette commission. C'est-à-dire il faut qu'il donne l'exemple déjà au niveau des commissions. Parce qu'il veut montrer en fait, je crois que, par exemple, quand on dit le président de la HAC, c'est les professionnels des médias qui ont élu et comment on appelle les conseillers, ce sont eux qui ont également fait leur président. Donc, quand il parle de, comment on appelle, de commission de relecture de la Constitution, il faut également que le peuple ou bien le Parlement, que ce soit quand même des figures charismatiques du pays qui installent, qui élisent ces personnalités qui vont s'asseoir et réfléchir. Ce qui est sûr, c'est vrai qu'il y a peut-être incontournable quand il s'agit de ce problème. Mais il y a d'autres programmes à crier quand même. Bon, si on fait après un détour sur la toile, on a par exemple des gens comme Azatassou, des forces anciens membres, sinon anciens coordonnateurs des forces Gori. Pour quand on dit coordonnateur, c'est dit qu'il est plus créatif, c'est lui qui organise, c'est lui qui fait tout. Des forces Gori pour un Bénin émergent qui est membre de la dite commission. Ouais. Et ça a fait le tour, ça a fait le buzz sur Internet parce qu'on ne comprend pas. Talon a peut-être envie d'impliquer tout le monde, d'appeler tout le monde à travailler avec lui, mais pourquoi Eugène Azatassou dans une telle commission? S'il ne le faisait pas, on va dire que ce sont les amis de Patrice Talon qui sont dans cette commission. En fait, c'est pour dire que c'est la République qui est représentée. Azatassou aussi n'est plus ami de Yahi. Azatassou est son ami, je peux dire. Ouais, je dis, où sont les forces Cori? Où sont les forces Cori pour un Bénin émergent aujourd'hui? On ne les retrouve plus. Voilà, on ne les retrouve plus. Même si Azatassou démissionne des forces Cori, ça ne veut rien dire. Moi, je trouve que c'est salutaire. C'est vraiment louable cette commission qui a été mise en place. Ça va booster l'économie béninoise, ça va donner beaucoup de réformes, vous allez voir. C'est la République, et c'est la nation qui est représentée selon moi. Voilà, les anciens, ceux qui ont participé à la conférence nationale de 90 et les jeunes. D'accord, ça va donner. Vous vouliez répliquer? Je disais que Azatassou n'est pas là en tant que représentatif des FCBE. Azatassou a fini avec le FCBE. Parce que les FCBE, selon lui, sont finis. Et moi, j'aurais peut-être préféré qu'on choisisse peut-être un professeur François Adebayo-Abiola, qu'on me dise maintenant que peut-être Talon a impliqué les FCBE, là je serais d'accord. Qu'on prenne peut-être un c'était Kouché, là je serais d'accord, même qu'il reprenne encore même son vieil ami Bouni Yahi, je serais d'accord que là peut-être on a pris d'anciennes personnes. Mais il n'a pas pris cela. Mais prendre un certain Bouni Yahi voudra aussi dire prendre un certain Nicéphore Soglo. Là on dit qu'il a impliqué tous les anciens présidents. Mais c'est ça, en fait. Vous savez, il y a une nuance qu'il faut faire. Celui qui a été déjà président, vous savez, même Talon aujourd'hui, là où il est, il comprendra aujourd'hui certaines réactions de Bouni Yahi au pouvoir. Quelqu'un qui a été au pouvoir, qui a été président de la République, peut réfléchir mieux sur une condition que quelqu'un qui n'a pas été président. Par exemple, vous savez, au-delà des commentaires que nous faisons derrière micro, derrière caméra et consorts, vous savez, mais la charge du président de la République, si vous pouvez demander à Patrice Talon, en un mois, qu'est-ce que tu supportes déjà? Mais il va vous parler, il va vous dire des choses. Il a accepté. Il a accepté, certes. Bah oui. Mais le manteau de président de la République, c'est une autre vie. Et qu'on veut statuer sur les attributs, sur le fonctionnement et, comment on appelle, l'exercice du président de la République, oui, mais il faut quand même aussi impliquer les anciens. Il y a aussi question de la vie des institutions. Je ne comprends pas pourquoi vous vous appesantissez sur le poste de président de la République. Il y a aussi d'autres institutions. Je vais vous expliquer quelque chose. Dans cette commission, on veut parler de ça. Quand mon président de la République dit par exemple que bon, je veux une commission, ou bien je serai président de la République, je ne vais pas m'impliquer dans l'élection des présidents des institutions. Mais quand le président ne s'implique pas dedans, vous imaginez qu'il a tous les autres présidents des institutions qui sont contre lui. Vous savez ce que ça peut entraîner dans le pays. Mais ceux qui ont déjà écrit, mais qui ont rédigé cette constitution de telle manière, et vous savez, c'est très délicat ce qu'on dit, et qu'on veut réviser cette constitution, et qu'on veut, comme les gens disent non, que ce n'est pas une révision, mais que c'est une relecture, qu'on veut relire alors cette constitution. Mais moi, je pense, selon moi, qu'il faut quand même, aujourd'hui, Mathieu Kérékou n'est plus, mais quand même Soglo et Bouni Yahi, pour qu'on puisse s'asseoir ensemble et réfléchir réellement sur ces fonctions. Ok, merci Kader. Vous avez dit que Bouni Yahi
Pardon? Il existe que Boni Yayi assiste à cette... Moi, je veux par exemple Boni Yayi et Soglo. Le commentaire est libre et on retiendra ça de ce qui est de l'opinion de Kader Achero sur la question. D'un sujet à l'autre, parlons à présent du Conseil des ministres qui s'est tenu le mercredi dernier. Kader, quelles sont les grandes décisions qu'on peut retenir du Conseil des ministres? Du Conseil des ministres du 4 passé, c'est le 3e conseil du gouvernement Talon, on peut retenir d'abord la fusion de la direction de... C'est-à-dire qu'il y a une restructuration de l'administration ministérielle. C'est-à-dire désormais il n'y aura plus de direction financière, direction administrative, direction des ressources humaines, non. Direction, c'est la direction de l'administration et des finances, DAF. C'est ça qui regroupe tout. Ils ont également statué sur l'érosion côtière et il y a une commission qui a été mise en place pour voir comment améliorer et pour ne pas dire freiner l'érosion côtière. Il y a également un décaissement de 5,2 milliards de francs CFA en ce qui concerne la crise énergétique pour pouvoir payer les groupes et tout. Et surtout le paiement de 19,5 milliards de francs CFA, 19 milliards environ de francs CFA aux cotonculteurs. Comme dette qu'on le devait parce que la campagne de coton prochaine démarrera dans bientôt 2 semaines. Donc c'est en quelque sorte ça. Et sans oublier aussi, il y a eu des mesures qui ont été prises, ou bien il y a des recommandations qui ont été faites au ministère de l'Intérieur pour prendre des mesures pour pouvoir assurer la sécurité des populations. D'accord. Et je vous ai vu sourire aux lèvres tout à l'heure quand vous parliez des frais alloués ou concédés aux cotonculteurs avant le démarrage de la campagne cotonnière. Et à cet effet, j'ai envie de partager avec les internautes cet article. Je m'excuse pour la qualité de ma voix, je suis grippée. Cet article lu sur le site Benin Time, on dit « Nul n'ignore que les premières décisions des conseils des ministres tournent autour de la Sodeco et de la filière coton, sans que le Conseil des ministres ne l'ait mentionné. Environ 28 milliards auraient déjà été décaissés au profit de la Sodeco, structure dont l'actuel président est actionnaire majoritaire avec 51% contre 49% pour l'État béninois. C'est notre clarité. Appréciation. Oui, on sait que quand il s'agit du coton, le baba c'est Patrice Talon. Aujourd'hui, on sait aussi que Patrice Talon, depuis un mois, est le président du Bénin. Du Bénin. Ce sont ces activités antérieures qui veut protéger ou pas, je ne sais pas. Mais Talon veut, qu'on appelle, redonner un autre visage au coton du Bénin. C'est pour ça, c'est parti de là, le remboursement des dettes du 9 et quelques milliards que Kader a cité tout à l'heure, au coton culture. Je ne trouve pas pourquoi il avait le sourire aux lèvres. Bon, je sais pas. Pour vous, il n'y a pas matière à polémique. Non, il n'y a pas matière à polémique. D'accord. Kader Achero. Moi, il y a matière polémique parce que quand on se rappelle que M. Patrice Talon était le vice-président de l'AIC, l'Association interprofessionnelle du coton, et qu'après, il a pu écarter tous ses compétiteurs. Il est devenu le seul détenteur du monde. Il a le monopole de la filière. Et qu'aujourd'hui, en un mois de gouvernance, il a eu 3 conseils des ministres. Et durant tous les 3 conseils des ministres, il y a eu toujours des décaissements. Le conseil des ministres a toujours statué sur le coton. Ça inquiète. D'abord, ça a été... on a réattribué ces usines. Et j'aimerais même me poser la question, est-ce qu'il a déjà même démissionné à la tête de cette structure qui dirige Sodeco, Sonapra et consorts? Est-ce qu'il a déjà démissionné à la tête? Non, parce qu'il y aura un conflit d'intérêts. Bien sûr, toujours. Il y aura un conflit d'intérêts. Et on parle de 19 milliards de francs. Kader, toujours pour corroborer vos dires, on dit, toujours sur Benin Times, Sodeco, EC, Atral, Novotel et autres banques et assurances, Talon a-t-il déjà démissionné conformément aux dispositions constitutionnelles? Et je tiens à rappeler qu'au-delà de dispositions constitutionnelles, c'est quand même des promesses. Talon a promis qu'il quitterait les affaires pour diriger le Bénin. Et notre Claradi. Et
il va certainement quitter ses affaires. Il va ou il a... Il ne doit pas vouloir. Je n'ai Il est en train de faire un mois, il est en train de faire un travail de gestion. Voilà. On est dans nos droits de demander si le président du Bénin est toujours le patron du coton, s'il est toujours dans les affaires, si on a toujours un affairiste ou un opérateur économique ou si on a désormais un président de la République. Ça, il faut qu'on se le demande, Kadé. Moi, je me disais peut-être qu'on a même un président de la République comme d'affaires. Un homme d'affaires président de la République. Parce que même s'il va démissionner de ses affaires, il va mettre un homme de main. Et vous êtes sans savoir que moi, je ne peux pas être là. Hein, je ne peux pas être président de la République, moi, quand même, et voir mes affaires chuter. Je vais tout faire pour que mes affaires prospèrent. D'accord. Cadet, ça, ce qui est sûr, Cadet, s'il vous plaît, ce qui est sûr, personne n'a envie de se ruiner ou personne n'a envie de tourner à perte. Patrice Talon a dit, je viens être président pour 5 ans. Et moi, je me demande aujourd'hui ce qu'il voulait clairement dire en parlant de 5 ans, rigoureusement 5 ans. Pourquoi 5 ans? Est-ce que ce n'était pas 5 ans pour faire des réaménagements ou des réajustements dans ses affaires et partir ensuite pour ses affaires? On ne va pas lui reprocher cela, mais qu'il soit clair avec le peuple pour qu'on le comprenne. Enoch, vous le défendiez dans votre rôle d'avocat. Est-ce que Patrice Talon, puisque c'est votre client, est-ce qu'à l'heure actuelle, il est toujours homme d'affaires, opérateur économique ou il est désormais président exclusif du Bénin? Il est président du Bénin. Mais n'empêche qu'il est, qu'on appelle, un actif pour le coton. Patrice Talon, c'est lui qui gère le coton du Bénin, on le sait très bien. Et le campagne du coton au Bénin, c'est l'or. C'est ce qu'on a de précieux. Je n'ai pas suivi vous parliez de quoi? Non, s'il vous plaît. La campagne cotonnière est l'or du Bénin. Je n'ai pas compris. Non. Je parle du coton, le produit coton. C'est ce que nous savons cultiver au Bénin. C'est ça qu'on Non, mais désolé, Enoch. Quand on parle de culture au Bénin, nous avons du maïs, nous avons de l'arachide, nous avons beaucoup d'autres produits vivriers qui pourraient nous aider. Commercialisé. Qu'est-ce qui est plus exporté? À part le fait. Pourquoi Patrice Talon, dès qu'il a pris fonction, c'est d'abord de lever la requisition de ces usines? Déjà. Alors qu'il disait qu'il fallait retrousser les manches et pencher sur les problèmes financiers. Et si c'était injustement que ces sociétés ont été réquisitionnées? Qu'est-ce qui vous amène à dire que c'était injustement? Déjà. Celui qui l'avait fait, c'était l'avocat de l'État. Celui-là, il a réfléchi. Et c'est par rapport, parce qu'il a vu que, parce que ça appartenait, comment on appelle, au privé, ça ne bénéficiait, c'était pas bénéfique. Oui, mais ça, c'est après la guerre entre Patrice Talon et Boni Yayi. De toute façon, c'était une grosse, sinon que c'est un trop gros dossier et vieux dossier. Le coton, Talon, Yayi, Sodeco, AIC, c'est un dossier et pourquoi pas, Esaü TV va peut-être faire une enquête sur le sujet. C'est bien plus profond que cela et ce n'est pas une question de décryptage comme nous sommes en train de le faire. Et là, on a fini de palabrer autour de l'actualité. On va rire, on va rigoler et c'est les insolites que nous avons concoctés pour vous via l'événement intitulé Journée Média qui a induit le village des médias au stade de l'amitié. Donc pendant une semaine, les professionnels des médias du Bénin ont célébré autrement la journée internationale de la liberté de la presse. Et voilà un professionnel des médias qui ironise l'expression désert de compétences. On rit ensemble. Votre pays a pris du poids. C'est-à-dire, au Bénin, au monde entier autour, vous êtes tous des déserts. Au désert, on met le monde au bien, alors encore au Bénin. Donc, mais dis cela dit à quoi bébé. Le Bénin, ton même mon pélé, donc vous êtes déjà riri.
Riche. Bon, je n'ai pas les compétences de le reprendre, de bégayer autant que lui, mais ce sera sur ces bégaiements de cet acteur des médias que nous allons prendre congé de vous. Retenez pour l'essentiel de Info Hebdo de ce jour qu'il était question des grandes décisions du Conseil des ministres et de l'installation de la commission technique chargée des réformes politiques et institutionnelles. Et à samedi prochain. Merci.